Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Alors, première action du GIGN, l'affaire Santo Grasso. Comment ça se passe? Rapidement, hein. Oui, l'affaire Santo Grasso, en fait, on est appelé parce qu'il y a un type qui s'est retranché avec sa maîtresse. Oui, c'est ça. Et le fils de sa maîtresse. D'accord. Dans un appartement. Et malheureusement, lorsqu'on nous fait venir, on pense que la maîtresse et l'enfant sont encore vivants, mais on traîne à nous faire intervenir. Le procureur, à l'époque, c'est très compliqué l'intervention. C'est à la fois le préfet et le procureur qui sont compétents. Il n'y a pas encore de décision sur est-ce que c'est un crime flagrant ou est-ce que c'est un trouble à l'ordre public. Et qui commande à la fin, c'est le préfet? Non, à l'époque, non. À l'époque, c'était un combat entre la personnalité du procureur et la personnalité du préfet. Je comprends. Après, il sera sous Poniatowski, il sera décidé que ce sera un trouble à l'ordre public. D'accord. Donc, ce trouble à l'ordre public conduit à ce qui deviendra ensuite un crime flagrant. D'accord. Donc, je vois le cheminement. Le cheminement, il doit être juridique. Alors, deuxième action, l'affaire Louis Bernard. Croyez-vous que cette action était nécessaire? L'affaire Louis Bernard, c'est une prise d'otage à Coudray. Et ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir l'interpeller alors qu'il avait, chaque fois qu'il nous parlait, il avait le canon du fusil sous le menton de sa nièce. Parce qu'il était devenu, comme beaucoup de forcenés, en état d'exception ingérable. Et il menaçait de la tuer, et il avait tiré sur les gendarmes. Et plusieurs fois, il avait tiré sur mes hommes dans le dispositif que j'avais mis en place. Dès qu'il voyait une tête, il tirait. Et comme souvent, c'est le cas, ils tirent par réflexe, mais ils tirent bien. Alors, Mais ces revendications, là-bas, c'était quoi, lui? Vous vous rappelez, non? Je me rappelle plus. C'était encore un... Le problème, c'est que dès qu'on rentre dans des gens délirants, on n'est plus dans la logique. Et si vous voulez traiter ça par la logique, vous n'en sortez pas. Donc vous êtes obligé de rentrer dans leur monde à eux. Je ne sais plus quelle était sa revendication. Mais en l'occurrence, ce qu'il demandait était impossible. Et la menace sur la petite était imminente. Je crois que c'est un problème de famille entre eux. Oui, c'est ça. Et ce que je voulais, moi, c'était le désarmer. Et j'avais appris à mes hommes à cette époque-là le tir à l'épaule. D'abord parce que c'était psychologiquement mieux pour la mentalité de l'intervention que de viser la tête. Le tir à l'épaule, c'est pédagogiquement dire tuer, c'est le dernier recours. Donc il faut désarmer. Et mettre une balle à l'épaule en 357, ça secoue. Donc voilà, j'ai pu prouver qu'on pouvait tirer à bras francs au revolver, avoir un tir offensif, désarmer quelqu'un, et lui mettre une balle à l'épaule, ce qui a été fait et qui a permis de libérer la petite. Super. Les années montent en puissance, vous décidez d'imposer le 357 Magnum ou MR73 au GIGN. Pourquoi? Parce que le MR73, qui est en 357 Magnum, qui est un calibre puissant, a par rapport au 9 mm, qui fait 45 kg d'énergie à la bouche, le double de puissance. Mais il n'y a pas que ça. Le revolver
c'est une arme à petite capacité de magasin. Il n'y a que 6 coups. Ce qui fait que l'économie qu'on est obligé de faire lorsqu'on utilise l'arme évite de compenser le manque de précision par la quantité de munitions. Ouais, c'est ça. Ce que malheureusement, on a tendance à faire aujourd'hui en utilisant des armes d'assaut, où on compense le manque de précision par la quantité de munitions que l'on envoie en face, avec tout ce que ça comporte comme problème pour l'environnement. Moi, par expérience, et je peux vous dire que quand vous lisez les faits divers, on le voit, les balles perdues, ça n'existe pas. Ah ouais. Une balle qui part d'une arme, elle va toujours quelque part. D'accord. Et avec la loi de Murphy, c'est en général où il ne faut pas. Ah ouais. Alors, c'est une mentalité qui amène à ce que chaque homme au groupe, pour avoir confiance dans son tir, pour avoir la certitude que le geste qu'il accomplira sera le plus précis possible, Bien sûr. comme la prise d'otage que nous avions fait à Fleury-Mérogis, où l'homme a été désarmé de 2 balles dans les mains, alors qu'il aurait pu être tué, ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, mais bon. Mais simplement parce que pour respecter la notion essentielle qui est essentielle au groupe, le respect de la vie, c'est-à-dire amener devant les tribunaux celui qui enfreint la loi, c'est avoir un tir à désarmer, quand c'est possible. Voilà. Et en utilisant le revolver, petite capacité de magasin, grosse puissance de feu, On force. grande précision dans le tir, on cumulait à la fois l'aspect technique et l'aspect professionnel du respect de la vie. D'accord. Nouvelle affaire, celle de Portal, déchaîne François au nom de Jean Dutour, le journaliste. Est-ce que vous avez dans le collimateur, ce monsieur? Non, en fait, d'abord, c'était pas nous. Voilà. C'était le GIGN 4. D'accord. Parce que l'histoire est un peu plus compliquée que ça. D'accord. En parallèle du GIGN, il a été demandé à la demande du commandant d'une unité qui était une unité un peu particulière en gendarmerie, qui était le premier escadron parachutiste de la gendarmerie, qui devait faire tout ce qu'on appelle les missions prévotales pour les armées quand elles sont employées en territoire étranger. Et cet escadron parachutiste avait les faveurs des caciques de la gendarmerie plutôt orientés vers ce qu'on appelle le tout militaire, parce qu'ils étaient à la fois parachutistes, mais en même temps avec une formation très carrée, très commando. Bien sûr. Et peu de temps après que le GIGN ait été créé, il a été demandé qu'il y ait aussi un autre GIGN dans cette unité. Mais qui n'avait pas la préparation que nous avions, qui n'était pas spécifique. Et ils n'avaient fait aucune intervention. Et il a été demandé à cette unité, comme ça se passait dans la région militaire dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire du côté de Bordeaux, d'intervenir dans cette affaire terrible qui était l'affaire Portal,
où on a décidé du jour au lendemain, alors que ça traînait depuis 10 ans, ce problème d'expulsion, de faire cesser l'événement. Or, n'ayant que pour schéma tactique la réduction de la résistance isolée, le GIGN 4 a fait un assaut qui s'est terminé en affrontement entre un homme déterminé qui était à ce moment-là en état d'exception, et ça terminait à la grenade, à l'arme d'assaut et tout, et il a été tué au cours de l'assaut, qui, il faut le dire, a été plus une action militaire qu'une action de type GIGN, ce qui conduira après à la dissolution de ce GIGN 4 à ma demande, parce que je demanderai au directeur de la gendarmerie qu'il ne puisse pas y avoir de confusion entre nous, puisque l'action étant, comme vous l'avez souligné à travers l'article de presse, étant très critiquée par la presse, qui considérait qu'il n'était pas obligatoire de le tuer, faisait que ça déteignait sur notre action qui, elle, justement, est une action où on essayait d'arrêter les gens d'abord. D'autant que dans cette affaire, c'était qu'un forcené. Il n'y avait pas d'otage. Et qu'on pouvait attendre, on pouvait manœuvrer, agir différemment. Voilà. D'accord. En 19-20 janvier 1975, vous avez un nouvel ennemi, et pas des moindres, qui se nomme Carlos. Pourquoi Poniatowski a voulu calmer le jeu? Ne croyez-vous pas que l'on vous empêche quelque part de travailler? Oui, alors c'est tout le problème d'être connu. Le GIGN au plan opérationnel n'était pas encore, on est en 75, n'était pas encore suffisamment connu. D'accord. Mais on savait que c'était la seule unité qui, le cas échéant, pouvait intervenir. La prise d'otage ressemblait étrangement à Munich, puisque au départ c'était un avion d'El Al qui avait été attaqué par un groupe commando. On ne savait pas qu'il y avait Carlos. D'accord. Et Poniatowski, et en particulier Giscard d'Estaing, avait une politique à l'époque où on ne devait pas intervenir sur des opérations terroristes, entre guillemets, qui étaient liées à des problèmes géopolitiques. D'accord. Et il y avait tout un tas de mesures prises, par exemple les détournements d'avions, fallait les empêcher de se poser en France. D'accord, par exemple. Oui, par exemple. Comment, j'en sais rien. Ouais. Mais bon, il y avait tous les plans pirataires et tout qui faisaient que... il y avait eu l'affaire... une affaire avec je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, ça va me revenir, qui s'était passée en Afrique. Et la femme qui avait été prise en otage, je crois que c'était Hissène Habré à l'époque, elle devait... on a négocié sa libération. D'accord. Donc il y avait plus une réflexion politique sur la négociation que sur l'intervention. D'accord. Pourquoi c'était Giscard qui avait cet esprit-là à l'époque? C'est Giscard qui pensait ça. Okay. Ce qui fait que quand il y a eu la prise d'otage à Orly, les ordres qu'avait Poniatowski étaient de tout faire pour qu'il s'en aille ailleurs, en gros. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous êtes au milieu de ça Voilà. Au départ, je suis quand même sur l'opération, donc employé par le ministre de l'Intérieur. Parce que vous êtes quand même le patron sur le terrain. Sur le terrain. Et j'ai la possibilité d'intervenir. Et au moment où j'essaie d'intervenir directement sur le lieu de la prise d'otage, les toilettes,
Poniatowski, qui n'était pas loin, s'en rend compte, m'a dit, j'ai vu ce que vous vouliez faire, mon lieutenant, mais maintenant c'est terminé, il n'y aura pas d'intervention, il faut le laisser partir. Je mets en place quand même un dispositif pour intervenir, je le lui dis avec mes tireurs d'élite, je dis voilà, on peut les neutraliser sans toucher les otages quand ils monteront sur la passerelle. Sur la passerelle. Et il m'a dit non, on verra. Mais la dernière image qu'on aura des preneurs d'otages, au sein desquels on le saura plus tard, il y avait Carlos. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là, c'est levé la victoire. Ah oui. Et je l'avais en travers de la gorge à ce moment-là. Ah oui. Et je dirais d'ailleurs à Poniatowski, quelques temps plus tard, si on avait neutralisé Carlos à ce moment-là, tout ce qui a suivi après, nous on refait pas. Ça ne serait pas arrivé. Ouais. Alors, nouvelle affaire, l'affaire Daniel Bruno. Comment le GIGN a géré cette opération? Alors, c'est la continuité, cette affaire, de ce que j'ai enseigné au groupe, et la preuve par neuf, quoi, que nous voulions intervenir pour désarmer si c'était possible. D'accord. Et c'est ce que j'avais fait à Coudray. Il ne faut pas oublier que Coudray, c'est la première opération au monde, et une des rares, je crois d'ailleurs, avec l'affaire de Fleury-Mérogis, dont on parle, où un homme est désarmé, preneur d'otage, avec un otage, et désarmé à l'arme de poing. À Coudray, j'ai tiré, j'étais à plus de 20 mètres, donc sur un toit. Et là, c'est dans un couloir, dans la prison de Fleury-Mérogis. C'est ça. Alors, j'ai dit à Roger Madec, qui était un des meilleurs tireurs du groupe, je dis, il va pousser, il avait un Webley, un revolver anglais, il va pousser son otage, comme dans les films, le pistolet dans le dos, vous lui tirez dans la main. Et il était à peu près à une quinzaine de mètres dans un couloir transversal. Au moment où il va arriver à votre hauteur, il ne vous verra pas, vous le désarmez. Il dit pas de problème, mon lieutenant. Et Roger Madec, effectivement, on avait prévu le cheminement, c'est toujours dans les négociations, pour expliquer au type, pour récupérer ce qu'il voulait, c'est-à-dire un véhicule, il fallait qu'il passe par là et tout. Bien sûr. Le but étant de lui faire faire ce qu'on voulait pour le mettre en situation d'être face à mon tireur qui allait le désarmer. Bien sûr. Ça se déroule comme prévu, il le désarme, mais il tire tellement bien qu'il tire sur la crosse. Quand on tient une arme, il y a les doigts et tire dans la crosse. D'accord. Et la balle reste fichée dans la crosse. Le choc est violent, l'arme tombe, il a juste un bout de bois qui est fiché dans... un bout de bois de la crosse qui est fiché dans sa main, donc il a mal à sa main. Bien sûr. Mais toujours ce qu'on appelle en état d'exception, il n'est pas assez choqué par l'impact, il veut se baisser pour ramasser l'arme avec la main gauche. Et Madec lui met une deuxième balle dans la main gauche. Voilà. Et ça a stoppé l'affaire.